Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue aux 20h. Le chiffre du chômage pour le mois de janvier est mauvais. 19 500 personnes supplémentaires se sont inscrites au Pôle emploi en catégorie A, c'est-à-dire sans aucune activité. Nous y reviendrons en détail dans ce journal. Ils ne sont pas concernés par le chômage, mais des milliers de retraités ont manifesté aujourd'hui un peu partout en France. Ils réclament une hausse des pensions et une garantie de l'accès aux soins pour tous. Le travail reprendra dès demain dans les raffineries de Total. Les salariés ont voté cet après-midi pour la fin de la grève, sauf à Dunkerque. C'est le seul site pour lequel le patron de Total ne s'est pas engagé. Il est notre invité, il s'en expliquera sur ce plateau. Christophe de Margerie, bonsoir et à tout à l'heure. Un otage contre 4 terroristes. Le français Pierre Kamat, retenu depuis 3 mois par Al-Qaïda au Mali, a bien été échangé contre 4 activistes islamistes. L'Algérie et la Mauritanie protestent ce soir contre le principe même de cette transaction. Enfin, nous reviendrons sur les temps forts de ces dernières 24 heures aux Jeux Olympiques au Canada, avec entre autres 2 nouvelles médailles pour la France. Mais d'abord, on commence avec le chiffre du jour. Il a été révélé tout à l'heure et concerne le chômage. La courbe est repartie à la hausse au mois de janvier et la France compte officiellement ce soir 4 100 000 inscrits au Pôle emploi, toutes catégories confondues, c'est-à-dire incluant aussi ceux qui exercent une activité réduite. Les plus touchés sont les seniors, les 50 ans et plus. Sophie Brune. Le Pôle emploi n'a pas eu le temps de souffler. Après une accalmie en décembre, où le nombre de demandeurs d'emploi avait légèrement baissé, le chômage est reparti à la hausse dès le mois suivant. Fin janvier, plus de 2 600 000 personnes se retrouvent sans aucune activité, soit 19 500 de plus que le mois précédent. Seule catégorie épargnée, les jeunes, dont le chômage continue de baisser. En revanche, toujours les 2 mêmes points noirs, les seniors et les chômeurs de longue durée. Le nombre d'inscrits à Pôle emploi depuis plus d'1 an a ainsi dépassé 1,3 million. Cela représente près du tiers des demandeurs d'emploi. Certains de ces chômeurs risquent d'arriver au bout de leurs allocations cette année sans avoir retrouvé un emploi. Le gouvernement doit présenter le mois prochain des solutions aux partenaires sociaux. Eux ne sont plus concernés par le chômage, mais ils vivent mal la baisse de leur pouvoir d'achat. Des milliers de retraités ont défilé aujourd'hui un peu partout en France. On a recensé en tout une 50aine de manifestations qui avaient toutes la même revendication, une meilleure pension et la garantie d'un accès aux soins pour tous. Alors si on prend les chiffres, on constate que le niveau de vie des retraités est pourtant bien meilleur qu'il y a 30 ans. Mais comme souvent dans ces cas-là, les statistiques masquent des réalités très différentes. Tout dépend en fait de l'état du patrimoine. Ceux qui n'en possèdent pas ont bien du mal à payer leur loyer et tout simplement à joindre les deux bouts. Parole de retraité, c'est un reportage de Romain Boutilly, d'Éric Delagneau avec notre bureau de Lyon. Quel que soit leur ancien métier ou leur histoire, dans les rues aujourd'hui, un même ras-le-bol, les retraites n'augmentent pas assez. À Paris par exemple, prenez cette ancienne femme d'artisan, Micheline Finkenbauer, 73 ans, avec 675 € par mois, au revoir les loisirs. Bien sûr, les sorties, il n'y en a plus. Théâtre, cinéma, tout ça, il n'y en a plus. Mais on fait des marches, on fait des randonnées, comme ça. Ça, au moins, c'est gratuit. Lui n'est pas malheureux, comme il dit. Après 40 ans passés à la poste, Raymond Gosset, 74 ans, touche 1 350 € par mois. Pas de quoi rêver pour autant. J'ai à manger, je crève pas de faim. Mais je peux pas changer ma voiture, par exemple. Je peux pas m'en acheter une moins polluante et qui consomme moins. Dans les rues de Lyon, cette ancienne ouvrière textile à l'usine des 14 ans. Jocelyne Martin, 67 ans, 700 € par mois et une vie de sacrifice. Je mange pas de viande, pratiquement pas de viande, pratiquement pas de poisson. C'est dévalorisant, le moral en prend un coup. Pourquoi on a travaillé autant pour avoir si peu ? Un peu plus loin, cet ancien ébéniste, toujours plongé dans ses calculs. Max Vautrin, 66 ans, 800 € de pension et à la fin du mois, 150 € pour vivre. Quand on a payé le loyer, qu'on a payé la mutuelle, qu'on a payé tout ce qu'on doit payer, on n'y arrive plus. Hein. Faut que j'aille au Secours populaire français pour m'habiller. Comme ça, il n'y a que là que je peux arriver à m'habiller. Parce que dans les magasins, c'est pas possible. Et d'année en année, la précarité grandit. Selon les derniers chiffres, sur 14 millions de retraités, près d'un quart vit aujourd'hui avec moins de 900 € par mois.
Pas d'embellie ce soir dans le ciel français. La Direction générale de l'aviation civile maintient ses prévisions de trafic des jours précédents avec un vol sur 2 attendu à Roissy pour demain et 1 sur 4 à Orly. Une délégation intersyndicale a été reçue aujourd'hui par Jean-Louis Borloo. Elle s'est félicitée de la reprise du dialogue mais n'a pas suspendu pour l'heure son mouvement de grève prévu pour durer jusqu'à vendredi soir. Image signée Régis Maté. Le spectre d'une pénurie d'essence s'est définitivement éloigné cet après-midi avec la reprise de l'activité dans les raffineries du groupe Total. Dans l'ensemble, la base a donc suivi l'appel de la CGT et a levé les blocages. Les livraisons ont même repris sur certains sites. Seuls les salariés de la raffinerie de Dunkerque en haut en rouge ont décidé de poursuivre le mouvement et pour cause, c'est le seul site pour lequel l'avenir immédiat reste flou. Image signée Marianne Mas, Patrick Wurstorm. Nous y reviendrons dans un instant avec le patron de Total qui est avec nous sur ce plateau. Mais d'abord, pour mieux comprendre ce conflit qui aurait pu paralyser la France, je vous propose de revenir sur la chronologie des faits. Une chronologie dans laquelle, vous allez le voir, le calendrier politique a eu un rôle pour le moins décisif. Julien Dupéret. Allez, on recule. Des syndicats satisfaits, qui l'auraient prédit il y a 3 semaines. Le 1er février, les salariés de la raffinerie de Dunkerque investissent le siège de Total à Paris. Ils viennent d'apprendre la fermeture définitive de leur site. Écoutez, écoutez, 8,5 milliards de bénéfices cette année Total, 14 milliards l'année dernière. Là, ils ferment une raffinerie. Sous la pression, la direction de Total décide de repousser l'annonce officielle de la fermeture. Elle retarde le comité central d'entreprise à la fin mars, après les élections régionales. 2 semaines plus tard, 17 février, en soutien aux ouvriers de Dunkerque, les 5 autres raffineries de Total entrent en grève illimitée. La menace est claire, en quelques jours, la France ne doit plus avoir d'essence. Du coup, le 21, en plein week-end, Christophe de Margerie, le patron du groupe, est convoqué au ministère de l'Industrie. Monsieur de Margerie s'est clairement engagé à ce qu'aucune de ces raffineries ne soit touchée par la moindre fermeture. Manifestement, les syndicats n'ont pas compris la même chose. Le soir même, ils claquent la porte des négociations. Nous invitons les automobilistes aujourd'hui à courir dans les stations-service avec des bidons, faire le plein pour que le gouvernement comprenne que ça va être la pénurie de carburant dans ce pays. Le 22 février, lundi, certaines stations manquent d'essence. La pression monte d'un cran. L'Elysée convoque la direction de Total pour trouver une solution. Au matin du 23, à l'Elysée encore, c'est Christophe de Margerie en personne qui s'entretient en secret avec Nicolas Sarkozy. À la Défense, des négociations s'engagent à nouveau. Ce seront celles de la sortie de conflit. Christophe de Margerie, bonsoir. La grève a été levée, sauf à Dunkerque, on l'a dit, qui n'a pas de garantie pour son avenir. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ce soir sur le projet que vous avez pour ce site? Oui, je crois quand même qu'il est important de recaler les choses. Il y a effectivement aujourd'hui un manque, non pas de pétrole, bien au contraire, mais une volonté de l'ensemble des parties prenantes de réduire la consommation pour faire face à un véritable sujet qui est la réduction des gaz à effet de serre, qui est de consommer moins et mieux. Donc automatiquement, cette décision qui a été prise par toutes les parties prenantes à Grenelle, Ça, ce sont pour les causes. C'est pour les causes. On en a parlé hier, notamment dans nos journaux. Mais sur les conséquences à Dunkerque en particulier, alors, quel est votre projet? Les conséquences à Dunkerque, c'est d'abord, il y a un comité central d'entreprise qui a été avancé du 29 mars au 8 pour effectivement donner plus rapidement une réponse que tout le monde attend. Et c'est bien naturel, mais qui en même temps nécessite de pouvoir prévenir et prévoir l'avenir. Tout le problème que nous avons dans une société responsable, c'est à la fois de dire oui, les choses changent, oui, nous consommons moins, et c'est bien, c'est ce que nous voulons, mais nous devons adapter notre système de manière à toucher le moins de monde possible. Il est évident que nos employés, notre personnel, nos salariés ne seront pas touchés par cette crise. Nous sommes déjà engagés avant d'attendre le comité à leur dire aucun emploi sauvegarde de l'emploi, mais plus de raffinage, c'est terminé la raffinerie. C'est pas qu'il n'y a plus de raffinage. D'abord, il y a un comité central d'entreprise, il y a une loi française, il faut la respecter, ou alors je ne comprends plus rien. Donc le 8 est la date décisive. En attendant, nous avons déjà anticipé ce que pouvait être, non pas je comprends très bien le problème de nos salariés de dire on aimerait bien savoir tout de suite, etc. Mais on aime bien savoir tout de suite, mais on aime bien aussi savoir tout de suite quoi. Et donc quoi pour remplacer, sachant que eux
les salariés de Total n'ont aucun souci à se faire, en ce sens que ça a été très clair, je l'ai dit, répété, il n'y aura pas de licenciement, pas d'emploi tout supprimé. le monde sera repris, reclassé à son niveau à l'intérieur de l'entreprise Total. Un mot sur la garantie de 5 ans d'activité pour les autres raffineries. Est-ce que ça ne va pas à l'encontre de ce que vous venez de dire? La société change, on va consommer de moins en moins de carburant. Est-ce que finalement, ce n'est pas à l'encontre de tout ce que vous disiez? Non, ce n'est pas à l'encontre. À circonstances exceptionnelles, réponse exceptionnelle. Nous avons eu du mal à faire passer le message, et je suis le premier à le reconnaître et en être même étonné, j'accepte, de voir à quel point j'étais surpris de voir les autres raffineries du groupe se sentir concernées et à risque par quelque chose qu'ils savent mieux que personne, parce que nous parlons, parce que nous disons les choses. Nous parlons à nos syndicats. Ils savent très bien que je leur ai dit à plusieurs reprises, personnellement, qu'il y avait un problème de raffinage, non pas simplement en France, mais en Europe et dans le monde entier. Donc leur dire simplement, voilà, maintenant, Dunkerque, il y a à discuter d'un projet, il y a un comité central d'entreprise pour ça, mais entre-temps, pour éviter que d'autres centres, comme les raffineries et les 5 autres raffineries dont nous avons la responsabilité en France, se sentent concernés, oui, nous leur disons clairement 5 ans sans changement, sans rien, sauf des investissements nouveaux. Vous disiez... Mais c'est quand même exceptionnel. C'est la première fois qu'une société industrielle en France ou ailleurs accepte de dire à l'avance, parce qu'elle est responsable... Sur 5 ans, on va maintenir l'activité. C'est une réponse économique ou c'est une réponse politique, Monsieur de Margerie? Mais c'est, comme tous, ce sont les deux. C'est-à-dire, je pensais, et c'est là, effectivement, qu'il y a eu peut-être quelque part un dérapage, que le fait de dire que nous ne souhaitions discuter, et c'est un sujet important, parce que je voudrais au contraire qu'on reparle de Dunkerque et pas des autres, qui n'étaient pas du tout dans notre problématique, de leur dire, puisque maintenant vous avez compris qu'il y avait un risque global, on va vous retirer cela. Donc on va dire 5 ans, rien. Il n'y a pas de sujet. De manière à éviter de faire que ceci devienne un sujet général. Vous disiez il y a eu un dérapage, vous disiez aussi tout à l'heure, j'ai bien entendu, j'ai peut-être moi-même eu du mal à l'expliquer. Vous faites une sorte d'autocritique dans ce conflit? Vous êtes responsable de la façon dont c'est monté? L'autocritique, elle est permanente. S'exprimer par les temps actuels, en particulier quand on gagne beaucoup d'argent, c'est toujours plus difficile qu'ailleurs. C'était important, pour pouvoir discuter, il faut que le calme revienne. Il faut qu'il y ait une certaine forme de sérénité. Et la sérénité, c'était que les 5 autres raffineries du groupe déjà comprennent qu'elles ne sont pas concernées. Et que pour la vraie concernée Dunkerque, on va vraiment s'occuper d'eux de manière responsable. On s'est déjà engagé, pas de licenciement. Et cette idée, pardon, sur les 5 ans, c'était la vôtre ou c'était celle du président de la République qui vous a convoqué avant que tout se dénoue? C'est ni la nôtre, ni celle du président, ni celle des organisations syndicales. C'est une négociation. Et dans une négociation, vous arrivez à quelque chose qui permet d'avoir un compromis. Mais en même temps, un compromis, je dirais, très particulier. Jamais aucune société en France ou ailleurs n'a jamais accepté, et pas parce qu'elle refuse, mais légitimement de dire à l'avance, 5 ans, à l'avance, ça s'est fait sous la pression politique quand même, vous êtes d'accord avec ça? Non, ça s'est fait sous la pression de nos équipes. Convocation à l'Elysée, vous avez écourté votre voyage à New York. Mais de toute façon, écourter un voyage, c'est pas très compliqué. Faire un voyage, c'est important. Planter un drapeau. Qu'est-ce qui vous a demandé le président de la République concrètement quand il vous a reçu à l'extérieur? Ça fait partie de mes responsabilités. Qu'est-ce qui vous a demandé le président de la République quand il vous a reçu? La République, il m'a demandé, et il m'a dit qu'il était concerné par ce qui se passait, ce qui me paraît naturel pour un président de la République. Qui m'a dit aussi, qu'est-ce que vous comptez faire? Et je lui ai dit, arrêtez ce qui se passe le plus rapidement possible. Pourquoi? Parce que, on parle des Français, ce sont nos consommateurs, ce sont nos clients. Et d'ailleurs, au passage, je tiens à dire, je suis un peu désolé de ce qui s'est passé. Maintenant, heureusement, les choses reprennent un cours normal. Ils vont retrouver du fioul, du gazole et de l'essence à leur station, Total ou autre. Merci, Monsieur de Margerie, d'avoir accepté cette invitation et de venir vous expliquer sur ce plateau de France 2. Merci à vous. Merci.
3 voyages en 3 ans. Jamais un président français n'avait autant honoré de sa présence la République du Gabon. 1,5 million d'habitants, symbole de la fameuse France-Afrique, disent ses détracteurs, mais pilier stratégique de la France sur le continent. Nicolas Sarkozy a rendu visite cet après-midi au successeur d'Omar Bongo, qui n'est autre que son fils. Envoyé spéciaux Alexandre Cara, Alain Dubas. Pour ses premiers pas sur le sol du Gabon, Nicolas Sarkozy a choisi d'accompagner Ali Bongo, le nouveau président, sur la tombe de son père. Un hommage aux allures de paradoxe pour celui qui, en 2006, pourfendait la France-Afrique. Il nous faut débarrasser notre relation des réseaux d'un autre temps, des émissaires officieux qui n'ont d'autre mandat que celui qu'ils s'inventent. Même enthousiasme populaire, même accueil, mêmes images que pour ses prédécesseurs, comme si rien n'avait changé. Ali Bongo, reconnu rapidement par la France malgré une élection contestée par l'opposition, donne une image un peu dynastique au pouvoir gabonais. Son père, parrain incontournable de la France-Afrique, aura connu l'ensemble des présidents de la Ve République jusqu'à Nicolas Sarkozy. Et pourtant, à la tribune, le président français prêche encore et toujours le changement. Je n'appartiens pas à la génération de la colonisation. Je n'ai donc pas les réseaux, même si j'ai lu des livres d'histoire, mais je n'en ai pas non plus les complexes. Et c'est pour ça que je viens parler franchement avec vous. À quelques mètres de là, dans la délégation, Robert Bourgi, héritier des réseaux gaullistes, ici aux côtés de Michel Roussin, ex-Monsieur Afrique de Jacques Chirac. Une présence comme pour rappeler que malgré les déclarations politiques, les vestiges de la France-Afrique sont bien là, comme une discrète résistance au changement. Demain, en se rendant au Rwanda, Nicolas Sarkozy aura affronté un jeu diplomatique autrement complexe. Il s'agira de mettre en scène une réconciliation après des années de brouille, alors qu'entre Paris et Kigali, après le génocide de 1994, les contentieux restent nombreux. Et ce n'était pas prévu au programme, mais avant de se rendre au Rwanda, Nicolas Sarkozy va faire un détour ce soir par le Mali. Objectif, rencontrer l'ex-otage français qui a été retenu 3 mois par Al-Qaïda dans le pays. Il a été libéré hier dans des conditions qui fâchent certains pays ce soir. Pierre Kamat a en effet été échangé contre 4 activistes islamistes. Martine Laroche-Joubert avec notre bureau à Strasbourg. Pierre Kamat retrouve la liberté à Bamako, capitale du Mali. Le titre de tous les journaux ce matin. Kidnappé en novembre, il était détenu sur cette terre désertique au nord du pays par le groupe Al-Qaïda au Maghreb, une organisation qui exigeait la libération de 4 islamistes en échange de sa vie. Le Mali les a relâchés lundi dernier. La libération de Pierre Kamat en échange des 4 terroristes a été une très bonne chose. Une très bonne chose, ce n'est pas du tout l'avis de l'Algérie et de la Mauritanie, les pays d'origine de 3 d'entre eux. Ici, ils sont accusés de terrorisme, alors cet échange passe mal. La France a-t-elle joué un rôle ? C'est une question à poser naturellement aux autorités maliennes puisqu'elles détenaient ces personnes. Mais je rappelle qu'il y a eu une décision de la justice malienne aussi qui a été prise et qui a permis cette libération. Une libération sans rançon, officiellement, mais sur fond de crise diplomatique pour ce retraité vosgien habitué du Mali. Avec les Touaregs, il développait la culture d'une plante contre le paludisme. Mais loin des polémiques, dans la ville de Gérardmer, ses amis se réjouissent. Je sentais que ça allait déboucher, mais jusqu'à la dernière minute, j'avais très peur. Pierre Kamat attend à Bamako la visite de Nicolas Sarkozy. Il sera rapatrié demain à Paris. C'est la fin d'une longue épreuve aussi pour les 3 Français retenus depuis 2 mois et demi au Brésil. Leur procès étant terminé, ils vont pouvoir regagner la France ce soir. L'un d'entre eux a été acquitté. Les 2 autres ont écopé d'une amende pour s'être rebellés lors d'un vol entre Sao Paulo et Paris. Ils s'inquiétaient des problèmes techniques constatés sur l'appareil et avaient pris à partie l'équipage avant d'être arrêtés. C'est une catastrophe écologique majeure qui menace le principal fleuve d'Italie. Dans le nord du pays, une marée noire est en train de se répandre dans le Pô. Aucune barrière ne semble pour l'heure pouvoir l'endiguer. Elle serait due à un sabotage sur le dépôt d'une ancienne raffinerie, Zindine Boudaouda. Une épaisse nappe d'hydrocarbures à la surface de l'eau. 2,5 millions de litres selon les autorités. Quelques canards englués de pétrole ont été secourus, mais de nombreux animaux ont été retrouvés morts par les habitants. Vu leur état, ils ne pouvaient que mourir, ces pauvres animaux. Il n'y avait rien à faire. Et qui sait combien il y en a encore le long de la rivière. Tout a commencé mardi au petit matin dans cette ancienne raffinerie. Les vannes de ces cuves de pétrole auraient été volontairement ouvertes. Un acte de sabotage, affirment les autorités locales.
L'usine est située en Lombardie, près de Monza, non loin de Milan. Le pétrole s'est jeté dans le Lambro, un affluent du Pô. L'avancée de la marée noire n'a pas pu être stoppée. Elle a contaminé le fleuve dans la région de Piacenza. De nouveaux barrages sont mis en place et des moyens pour tenter d'absorber le pétrole sont déployés. Le préfet de Lombardie demande à la population d'éviter l'utilisation de l'eau courante. D'autres régions sont désormais menacées par cette pollution. Et puis, dans le sud de l'Espagne, en Andalousie, c'est une crue du fleuve qui a provoqué des inondations géantes dans toute la région où l'on est d'ordinaire plutôt habitué à la sécheresse. 1500 personnes ont dû être évacuées dans les provinces de Séville et de Cordoue. C'est la conséquence de fortes pluies de ces derniers jours, celles-là même qui ont provoqué les terribles dégâts constatés au Portugal voisin sur l'île de Madère. Il est 20h18, restez avec nous. Nous ferons le point sur la réalité des chiffres concernant la grippe A et sur l'utilisation des vaccins. Nous reviendrons aussi sur les temps forts de la journée olympique avec 2 nouvelles médailles pour la France. Et puis nous entendrons Kevin Costner chanter. Et oui, le célèbre acteur américain a, vous le verrez, plus d'une corde à son arc. Il l'a prouvé lors d'un passage à Paris. Mais d'abord, 1 an après l'apparition de la maladie, on va faire le point sur la fameuse grippe A H1N1. L'Organisation mondiale de la santé estime ce soir que le niveau d'alerte doit être maintenu. Et pourtant, tout le monde a pu le constater. Le virus a été beaucoup moins virulent que ce qui avait été annoncé. Nathalie Sapena, Frédéric Bazaille. C'était le 11 juin dernier à Genève. La directrice de l'OMS faisait une annonce retentissante. Le monde est maintenant au début d'une pandémie grippale. Le responsable, le voici, le nouveau virus AH1N1. C'est le point de départ d'une mobilisation mondiale. En France, on lance les grands moyens. 94 millions de doses de vaccins sont immédiatement commandées. 2 doses pour chaque Français. Traumatisé par le scandale du sang contaminé, le gouvernement veut vacciner tout le monde. Principe de précaution maximum. Des gens vont mourir parce qu'ils ne seront pas vaccinés. Une opération inédite est montée. Des milliers de gymnases sont transformés en centres de vaccination. Des personnels de santé sont réquisitionnés. Mais les Français n'y adhèrent pas. Après quelques jours d'embouteillage, ils boudent les centres. La fièvre et les courbatures de la grippe, pandémique ou pas, ne leur font pas peur. Pourtant, la presse est souvent alarmiste et les experts très inquiets. Certains annoncent jusqu'à 30 000 morts. On s'est très lourdement trompé. Nous faisions donc l'hypothèse que ce serait la même chose qu'une grippe saisonnière. Ça a été beaucoup moins qu'une grippe saisonnière. Qui pouvait le prédire? On ne peut pas reprocher à des scientifiques de ne pas être des devins, personne n'est devin. Les prévisions que l'on faisait étaient des prévisions de type scénario. 8 mois après, bilan en demi-teinte. La vaccination est un fiasco. 9% seulement des Français ont retroussé leurs manches. La pandémie, bien moins agressive que prévu, a provoqué 302 décès. Et ce virus, qui a affolé la planète, sera l'an prochain intégré dans le vaccin classique de la grippe, comme une banale grippe saisonnière. Qui s'est planté. Et voyons maintenant la réalité concernant les vaccins. On en a aussi beaucoup parlé. Et bien sur les 94 millions de doses commandées, 6 millions ont été utilisées, soit 6% seulement. 10 millions ont été offerts à l'Organisation mondiale de la santé. 400 000 doses ont été revendues au Qatar et à Monaco. La commande de 50 millions de doses non encore livrées a été purement et simplement annulée. Il reste donc plus de 27 millions de doses disponibles. Pour cause d'enquête dans l'affaire Clearstream, ils n'avaient plus le droit de se voir depuis 2 ans et demi. Eh bien, ils ont rattrapé le temps perdu ce midi. Et Jacques Chirac a déjeuné avec son ancien Premier ministre Dominique de Villepin. Une rencontre rendue possible grâce à la relaxe de ce dernier dans le procès. Image signée Mathieu Birden. Politique toujours avec l'espoir des écologistes pour les régionales, l'espoir de rééditer leur beau score obtenu aux européennes. Pour y parvenir, vous allez le voir, Daniel Cohn-Bendit ne ménage pas ses efforts. On peut même dire que c'est le non-candidat le plus actif dans cette campagne. Hélène Hugues, Vincent Barral. Depuis son succès aux européennes, Daniel Cohn-Bendit a changé de statut. Devenu malgré lui icône d'Europe Écologie, le voilà obligé de prendre sa part dans la campagne des régionales. Tu vas où demain? Demain je vais à Auch, et après à Rennes. Et comme il n'a pas voulu être candidat, il s'est autoproclamé conseiller pédagogique et politique d'Europe Écologie. Allez, tu leur donnes le ballon, voilà. Et de Montpellier à Lyon, il coache les candidats. Je me suis mis 4e sur la liste du
J'aurais dû te demander avant. Ouais, j'aurais dû te demander. Par rapport à tous ces hommes politiques qui emberlificotent les choses, il nous dit tout de suite où est le problème et il nous aide sur ce problème-là à prendre des positions claires. Sa ligne de conduite, le réalisme, surtout dans les pronostics. Et si Lyon gagne le Real Si Lyon gagne le Real, bah, ça sera une surprise. Et il en va du football comme de la politique. Bon, on est la troisième force politique. Alors je crois qu'il y a eu un peu quelques dérapages verbaux en disant on passera devant le PS et tout ça. Mais ça, c'est un peu la maladie infantile quand on grandit trop vite. Hein. Alors quand ses coéquipiers s'imaginent déjà gagner 3 régions, lui, quitte à jouer les casseurs d'ambiance, se contenterait de faire d'Europe Écologie la deuxième force de gauche. C'est bien si on gagne une région. Mais c'est aussi bien si dans une région on fait 16, 17 ou 18%, même si on est derrière le Parti Socialiste. Il a raison, si on fait 18 en Ile-de-France, c'est formidable. Mais comme on est convaincu, on se bat pour gagner. Mais en politique comme en football, les surprises sont possibles. Si, comme ce soir, Lyon a pu battre le Real, alors Europe Écologie peut passer devant. L'ancien 68ard ne s'interdit toujours pas de rêver. Et après les marathoniens de la politique, on va partir maintenant au Canada avec les héros olympiques de la journée. Pour la France, il faut surtout parler d'héroïnes. Ces dernières 24 heures, 2 nouvelles médailles ont été décrochées par la délégation féminine. Grégory Naboulé. Avec le bonheur de ces dames, fraîchement médaillées d'argent, le biathlon français enfonce le clou. Que du bonheur, une grosse satisfaction. Elle vaut de l'or celle-là, parce qu'on est vraiment allé chercher avec nos tripes cette médaille. La course des Françaises avait tout d'un parcours de montagne russe. En tête, puis 9e, lorsqu'au tir, Marie Dorin perd ses moyens. Finalement, au prix d'une remontée fantastique, Sandrine Bailly franchit la ligne en 2e position. C'était la dernière course de sa carrière, certainement la plus belle. Cette maman qui cherche le réconfort dans les bras de sa fille est une championne inconsolable. Ophélie David, grandissime favorite de l'épreuve de ski cross, a lourdement chuté en quart de finale. Dégoûtée parce qu'en fait j'ai l'impression de trahir tellement de gens, tous ceux qui depuis le début me suivent, ceux qui m'ont soutenu. Privée de sa favorite, la course a révélé une autre championne française. Marion Josserand, casque rose, a décroché à 23 ans une médaille de bronze, aussi belle qu'inattendue. C'est fabuleux, voilà, j'avais pris le départ pour m'amuser et je me retrouve en finale et médaille de bronze, c'est incroyable. Il s'est passé quelque chose de rare hier soir sur la patinoire de Vancouver. La Sud-Coréenne Kim Yuna a terminé première du programme court et a ébloui les juges. Ils lui ont attribué la meilleure note de l'histoire, 78,50. Mais la patinoire n'avait Dieu que pour elle. La Canadienne Joanie Rochette a pris la 3e place. Il y a 3 jours, sa mère était terrassée par une crise cardiaque en arrivant à Vancouver pour soutenir sa fille. La communion entre la patineuse et son public restera comme une image forte de ces Jeux. Et on pourrait avoir une bonne surprise en slalom géant féminin. Tout à l'heure, la Française Taina Barrios, 21 ans, qui n'était pourtant pas particulièrement attendue, a réussi l'exploit de se placer en 2e position du classement lors de la première manche. A noter que l'américaine Lindsey Vonn, médaille d'or en descente, est sortie de piste. On croise donc les doigts pour la Française de Courchevel. Seconde manche à suivre ce soir après le journal de France 2. Et puis une image étonnante maintenant en patinage de vitesse, c'est le néerlandais Sven Kramer qui s'est tout simplement trompé de trajectoire. Il est parti du mauvais côté à cause des conseils de son entraîneur qu'on vient de voir ici. Résultat, il a jeté son matériel. Il faut dire qu'il était favori, il aurait dû être médaille d'or et il a fini hors classement. C'est ce qui s'appelle modifier la trajectoire d'une vie pour un mauvais conseil. Culture pour terminer, Kevin Costner a fait un passage éclair à Paris, mais dans un emploi qu'on ne lui connaissait pas jusqu'à présent. Le célèbre acteur américain est venu non pas pour jouer, mais pour chanter. Abdel Mostefa, Mathieu Bierden. Un peu de suspense, comme dans les bons films d'action. Vous n'entendrez Kevin Costner chanter que plus tard dans ce reportage. Tout d'abord, flashback, un hôtel parisien, rencontre avec la star américaine de Danse avec les loups, JFK, un monde parfait. Sourire caméra, et nous retrouvons aussitôt l'acteur enchanté de passer chanteur. Tout à l'heure, je regardais par la fenêtre, je voyais la tour Eiffel et je me suis dit, mon Dieu, comment tout cela a-t-il pu arriver? En fait, le plus naturellement du monde. Mais je ne pensais pas que le public viendrait me voir sur scène ce soir.
Dans la séquence suivante, la star est sur scène. Le public semble apprécier, pourtant, le scénario n'était pas forcément écrit d'avance avant le concert. S'il n'avait pas été l'acteur qu'il est, vous seriez venu quand même ce soir? Peut-être pas. Pour être franche, peut-être pas. Ça donne quoi musicalement, Costner? Ça ressemble à... De la country. Ça ressemble à Bruce Springsteen. Ouais, enfin, Bruce Springsteen en moins bien quand même. Non. Autre personnage de l'histoire, la femme de Costner. C'est elle qui l'a poussé à rejouer avec ses vieux amis musiciens. Défi relevé par le héros exemplaire. Ma vie tout entière est une expérience. Une partie consiste à faire comprendre à mes enfants qu'il ne faut pas hésiter à faire ce dont on a envie. Depuis, il a enregistré 2 albums, suivis de cette tournée en Europe. Et voici les applaudissements pour le Happy End. Avant de refermer le journal, je vous en rappelle le principal titre, c'est le chiffre du jour. Il a été révélé tout à l'heure et concerne le chômage. La courbe est repartie à la hausse au mois de janvier et la France compte officiellement ce soir 4 100 000 d'inscrits au Pôle emploi, toutes catégories confondues. 19 500 inscrits supplémentaires en catégorie A, c'est-à-dire ceux qui n'exercent aucune activité. Les plus touchés sont les seniors, les 50 ans donc et plus. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, c'est la météo avec Laurent Romeshko à 20h35. Direction Vancouver avec Laurent Louillat pour la suite des épreuves des Jeux Olympiques en direct. Demain à 13h, vous retrouverez Sophie Le Saint. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous à 20h. Excellente soirée sur France 2. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.